Clip, bah écoutez, la transition est faite directement. Les experts, voici votre émission d'intérêt public. Vous faites le 02 62 566 566. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat avec Maître Linda Limossim. C'est tout de suite les experts. Ne zappez pas. Maître Limossim, beaucoup d'interrogations ce soir. Eh bien, écoutez, les questions des téléspectateurs. Bonsoir, maître. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ça va bien, merci. Oui, eh bien, écoutez, ravi de vous avoir. Vous avez donc un numéro de téléphone à faire, le 02 62 566 566. Et en attendant, bien sûr, eh bien, vos appels, la petite question du moment avec Maître Limossim. La question est la suivante. Je suis locataire d'un bien, mais le propriétaire veut vendre celui-ci. J'apprends avec stupéfaction que je risque d'avoir un nouveau propriétaire, n'est-ce pas? Mais par contre, je voulais l'acheter, moi, cette maison. Et je suis que locataire, mais je voulais l'acheter. Mais le propriétaire est passé directement avec un autre acquéreur. Est-ce que, en étant locataire, j'avais quand même le droit à une priorité? Alors, donc, est-ce que le locataire a une priorité? Oui, pour l'achat de la maison qu'il loue. Pour l'achat de la maison qu'il loue, est-ce qu'il a un droit de priorité? C'est-à-dire, est-ce qu'il aurait quelque part un droit de préemption sur n'importe quel acquéreur? Alors, ça dépend. Et ça dépend notamment le fait que, est-ce que le prix correspond aussi à ce que le locataire est prêt à mettre également, parce que mais souvent lui, le prix... pas du tout au courant, pas du tout au courant. C'est-à-dire qu'en fait, étonnant. le propriétaire, lui, louait, et puis il a vendu sa maison. Mais le locataire n'était pas du tout au courant. Souvent, les locataires sont au courant parce que il y a quand même des visites, Bah justement, voilà. c'était là la stupéfaction pour lui. C'est ça qui est assez étonnant, parce que souvent il y a des visites. Absolument. Rarement on achète un bien immobilier sans avoir ne serait-ce visité une fois, deux fois ou plusieurs fois ce bien immobilier. Et en plus, que ce soit des ventes entre particuliers ou par le biais d'agences, souvent il y a des visites programmées, et même c'est une obligation de la part du locataire que d'accepter les visites. Alors, ce droit de préemption, enfin de priorité, il peut exister, mais il peut exister pas à n'importe quel prix. Il existe à condition qu'effectivement que le prix proposé rencontre également la possibilité financière du locataire de pouvoir également payer le même prix. C'était le cas. C'était le cas. La loi prévoit, mais avec la réforme qu'il y a eu tout récemment, avec la loi Allure, je ne sais pas si ça a pu modifier cet aspect du droit de priorité, en fait, du droit de préemption que bénéficie un locataire sur une éventuelle cession de son bien, enfin de sa location. Je ne sais pas si avec cette réforme qu'il y a eu tout récemment, qui fait cette fameuse loi Allure qui fait... oh là là, plus de 300 pages, cet aspect a été modifié. Mais sinon, c'est vrai, il peut y avoir un droit de priorité, mais pas à n'importe quelle condition. D'accord, bah écoutez, je pense qu'on a dû répondre à cette question. Eh bien, le tendard, non, le tendard, ça n'existait pas. L'étendard non plus. Le standard, oui, c'est une bonne... Hein, c'est le mot approprié, hein, c'est donc le standard. Il y a du monde et on vous accueille dans votre émission. Bonsoir. Allô ? Bonsoir. Oui, on vous écoute. Allô ? Oui. Je suis à l'antenne. Oui, vous êtes à l'antenne, mais on entend uniquement dans mon oreillette et pas sur le plateau. Comment faire ? Ah bah comment faire? Je vais essayer de traduire votre question, à moins qu'on ait le son tout de suite. Posez-moi votre question, je vais essayer de la... Oui, déjà merci de prendre mon appel. Alors là, il me remercie déjà de prendre l'appel, oui, allez-y. Oui, et je voulais m'adresser à... Maître Limossim. À l'avocate qui est à vos côtés. Tout à fait. Je vais essayer d'être court et bref. Oui. J'ai déposé une plainte le 7 août. Monsieur a déposé une plainte. Alors, on va le faire tout doucement, d'accord? Ça, je vais pouvoir le faire. Alors, monsieur a déposé une plainte le 7 août. 2012. 2012. 7 août 2012. Une plainte pour... Voilà, pour vol, en région chez moi. Oui. J'ai envoyé jusqu'à alors 3 courriers à monsieur le procureur de la République. Envoi de 3 courriers à monsieur le procureur de la République. Voilà, je m'apprête demain à en envoyer un 4e. Demain, il va en faire un 4e. Je vous mets dans la confidence, voilà. Oui. Et je voudrais, savoir pourquoi il y a une telle lenteur. Pourquoi il y a une telle lenteur?
Voilà, donc 3 lettres recommandées hein, à partir du 7 août 2012 pour une agression. Monsieur s'apprête aujourd'hui en 2015 d'envoyer la 4e lettre. La question est la suivante, pourquoi il y a tant de lenteur du 7 août 2012, on peut à 1, jusqu'à maintenant 2015, février? Oui, bonsoir monsieur, j'espère que... Merci, merci de me répondre. Ça y est, on vous entend, voilà. super. On vous entend. Monsieur Boris, je vous remercie. Oui, bonsoir monsieur. Alors, votre question, en fait, c'est plutôt un problème. Ce n'est pas une question de lenteur. C'est que vous avez un problème de votre plainte. Moi, je crois que si vous avez porté plainte pour vol le 7 août 2012 à monsieur le procureur et qu'il ne vous a pas répondu, c'est que cette plainte, il y a des chances que soit il n'y ait rien eu, soit que peut-être votre plainte a été classée et vous ne le savez pas. Alors, vous savez, 7 août 2012, il faut vite que vous vous précipitiez à faire quelque chose parce que bientôt, vous serez frappé par ce qu'on appelle, vous savez, la prescription. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain moment, c'est-à-dire très bientôt, vous aurez la prescription de 3 ans qui va passer par là et vous ne pouvez plus rien faire. Alors, quand le procureur ne répond pas à un premier courrier que vous avez adressé de plainte, puis un rappel, vous nous dites, puis un second rappel, et vous allez peut-être faire un 3e rappel. Je crois que ce n'est pas nécessaire. Soit vous allez immédiatement au tribunal essayer de voir si votre plainte a été ouverte et qu'est-ce qui a été rendu ou décidé par le procureur dans le cadre de cette plainte que vous avez déposée, ou tout simplement... soit on vous répond, soit on vous répond pas. Et en tous les cas, les types de réponses que moi je vois qui risquent de vous arriver, c'est que cette plainte n'a pas été suivie des faits parce que peut-être votre plainte était mal rédigée, peut-être que le procureur a trouvé qu'il n'y avait pas matière à poursuivre. Donc je ne sais pas comment vous avez rédigé votre plainte. Si votre plainte n'est pas assez précise, il n'y a pas de suite et le procureur pas forcément vous répond. Alors en revanche, si vous nous entendez? Oui, alors, monsieur, si vous pouvez baisser le son de votre télévision, même la couper, ce serait génial. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, merci. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'aller peut-être déjà, si vous pouvez, ou prendre un avocat pour aller se rendre au tribunal, essayer de voir si votre plainte a été ouverte dans le cadre d'un dossier et qu'est-ce qui a été fait. Parce que, comme je vous dis, parfois peut-être que votre plainte a été mal rédigée et le procureur a estimé qu'il n'y avait pas matière à ouvrir un dossier d'enquête ou d'investigation, auquel cas, parfois, il ne vous répond pas non plus. En tous les cas, si cette plainte, je ne sais pas pourquoi exactement vous dites pour vol, il y a matière à poursuivre, il faut savoir qu'une plainte à laquelle monsieur le procureur n'a pas répondu au bout d'un certain délai, en l'occurrence 3 mois, vous êtes en droit maintenant, si vous souhaitez par exemple aller plus loin dans le cadre d'une procédure pénale, c'est de prendre un avocat et écrire au doyen des juges d'instruction de Saint-Denis ou de Saint-Pierre, je ne sais pas de quelle juridiction vous dépendez, et se constituer de Saint-Denis et se constituer partie civile. Parce que maintenant, il faut savoir que parfois les plaintes ne sortent pas pour plusieurs raisons au niveau du procureur, mais si vous entendez aller plus loin parce que vous êtes encore dans les temps de le faire, que vous avez matière à le faire, il faut vite consulter un avocat pour voir quoi faire. Et la dernière chose qui vous reste à faire, si effectivement il y a matière et qu'on est encore dans le délai pour le faire, c'est de porter plainte devant le doyen des juges d'instruction. Je me permets de vous interrompre, maître. Pardon ? Allez-y, oui, allez-y, monsieur. Oui, merci. Alors, en fait, vous avez totalement résumé la situation. C'est-à-dire que je me suis adressé à monsieur le bâtonnier, qui m'a donné les coordonnées d'un avocat. Cette personne a pu se saisir du dossier, parce que ce dossier était parti j'ai reçu un avis de classement. Voyez-vous ? Non, je n'ai pas compris. Vous êtes donc cette personne désignée par le bâtonnier a fait quelques recherches, m'a dit que mon dossier était ressorti du classement ou de l'anonymat, je ne sais pas comment dire. Et en fait, j'en suis là, quoi. Je ne sais pas du tout comment faire aboutir, alors que j'ai tous les éléments, la plainte a été portée, je connais même la personne responsable de ce délit, quoi. Je ne sais plus vers quel sein m'avouer. Alors peut-être vous faudrait-il reprendre attache avec l'avocat que vous avez eu
et qu'il aille voir rapidement au tribunal, au niveau du service qui s'occupe de cela, le POJ, voir si effectivement ce dossier a bien été réouvert, qu'il n'a pas été oublié, parce qu'aujourd'hui, il faut faire très vite. Je suppose que votre avocat vous a parlé de la question de la prescription, parce que là, vous êtes très limite. Je vois bien, c'est 3 ans. Très limite. C'est 3 ans. C'est 3 ans pour faire quelque chose. Là, vous êtes très limite. Je suppose que le vol est intervenu premier semestre 2012. La date exacte, je ne sais pas. 7 août. Non, il a porté plainte le 7 août, mais les faits de vol datent de quelle date exactement? Peut-être 15 jours avant. 15 jours avant. Bon, vous avez encore un peu de temps pour vous retourner, mais là, il faut y aller. Maître, si je me permets, je ne vais pas monopoliser l'antenne trop longtemps, mais j'ai justement, suite à ma démarche auprès du bâtonnier, été mis en relation avec un avocat. Et celle-ci m'a dit que, parce que moi je ne peux pas personnellement, elle a pu avoir accès au dossier. Et elle m'a dit lors de notre dernier entretien téléphonique que ce dossier était, entre guillemets, ressorti des archives et était entre les mains d'un magistrat. Très bien, très bien. Donc là, vous nous dites quand même une information qui est importante. C'est une information supplémentaire puisque est très précise. Cela veut dire que si c'est entre les mains d'un magistrat, cela veut dire qu'il y a un dossier qui a été ouvert, que ou bien des investigations ont déjà commencé, ou bien ça doit se faire bientôt. Parce qu'en général, quand un magistrat est chargé du dossier, je suppose que peut-être là, il doit plutôt s'agir de la poursuite. Le dossier ensuite passe par les mains des magistrats qui ensuite missionnent des enquêteurs. Je pense que ça veut dire que là, vous êtes passé quand même à une étape supérieure. Donc, il faut garder vigilance. Suivre donc très prochainement de nouveau, contacter votre avocat et lui demander de suivre et d'aller revoir au niveau du dossier pour voir si effectivement on sait si elle arrive à voir avec ce bureau donc du tribunal, le POJ, si effectivement on peut voir si des investigations ont été menées entre-temps. Voilà. C'est très important parce s'il n'y a pas d'investigation et que ne serait-ce que par hasard, le dossier est resté bloqué chez le magistrat, parce que parfois les magistrats, ils partent, ils sont mutés, avant qu'un autre magistrat vienne le remplacer, il peut avoir un problème de délai, un problème de délai de latence. Et là, vraiment, faites attention, parce que vous êtes à très peu de temps de votre prescription. De quelle manière Alors, monsieur, désolé, on a beaucoup de monde au standard. J'espère qu'on a au moins pu vous orienter. Si vous avez une dernière petite ponctuation, allez-y, je vous en prie, mais pas trop long. Quelle démarche dois-je entreprendre? Quelle démarche doit entreprendre monsieur? Hormis toutes les réponses que vous avez pu donner. Bon, en conclusion, en synthèse. En conclusion, monsieur, je vous ai dit, il faut faire très attention. Vous devriez reprendre contact avec votre avocat pour lui demander si elle peut les revoir au niveau du bureau où elle est partie. Je vous ai donné le nom tout à l'heure, mais elle le sait certainement, votre avocat. Et aller revoir pour voir si des investigations ont été entamées par le magistrat qui maintenant est en charge du dossier, qui a été réouvert, vous nous dites, par le procureur. Donc vous avez quand même eu des avancées. Là, il faut que vous demandiez à votre avocat de faire attention, d'aller voir aussi ce point-là. Est-ce qu'entre-temps, depuis votre dernière conversation téléphonique avec elle, est-ce qu'elle peut aller revoir et vérifier ces points-là? C'est très important. Voilà, monsieur. Bonsoir. Très bien, mais écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté. Il n'y a pas de problème. Merci. Très bonne soirée et bonne continuation, monsieur. On continue toujours au standard au 02 62 566 566. L'émission Les Experts, c'est votre émission. On vous écoute. Bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. 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 Entends-moi là? Oui. Oui, nous Deux questions à poser là. On va d'abord en faire une. Allons-y. Une SCI. LCI. La fini fait la donation. Est-ce que un des co-héritiers peut sortir de la SCI? Après, la SCI a fait un prêt pour construire un bâtiment à côté, et un des co-héritiers n'a pas signé le prêt, c'est-à-dire il n'a pas été convoqué pour signer le prêt. Est-ce que le prêt est valable? Est-ce qu'il a un recours? Bon. Deuxièmement... Attendez, on va d'abord y aller, s'il vous plaît, crescendo. Monsieur, on va répondre déjà à cette première question,
Parce que déjà, dans la première question, il y a plein de choses pas très... On va répondre à Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez éteindre votre télévision, s'il vous plaît. Écoutez dans le téléphone et pas dans la télévision. Ouais, ça y est. Merci beaucoup. On vous écoute. Est-ce que, monsieur, si votre deuxième question n'a pas de lien avec la première question, je préfère répondre d'abord à la première question parce qu'il y a pas mal de choses qui me semblent un peu mélangées. J'aurais besoin d'un peu plus de précision. Vous m'entendez? Oui. Alors, parce que vous parlez à la fois de succession, de partage et de SCI. Est-ce que j'ai... et vous parlez d'héritier, parce que si vous voulez, bon, on va reprendre une SCI. Qu'est-ce que c'est pour les auditeurs qui ne savent pas c'est quoi une SCI? Une SCI, c'est une société civile immobilière. Et une société civile immobilière, ça fonctionne comme une société commerciale, c'est-à-dire qu'il y a des actionnaires, des associés, qui sont associés ensemble et qui détiennent un capital social. Et cette société peut posséder des biens. Par exemple, un terrain peut posséder une maison, peut posséder un immeuble. Ça, c'est bien votre cas. Vous êtes bien dans le cadre d'une société civile immobilière, monsieur. C'est bien ça? Oui. Et après, vous nous posez la question. Monsieur, et la deuxième question? La question, vous dites La que... question, c'est que le partage a été fait. Partage de quoi? Le partage de la SCI, la donation avec jouissance à une personne, quoi. Et est-ce que un des co-héritiers, c'est-à-dire celui qui a bénéficié qui est dans la SCI, peut sortir de la SCI? Bon, monsieur, on va être précis. Quand vous dites que la SCI a été donnée, partagée, on ne partage pas une SCI. On partage quoi? On partage vous parlez des parts sociales? Les parts sociales ont été données à des gens? Les parts sociales, allô? Les parts sociales ont été attribuées, mais avec été attribuées, mais il a usufruit à la maman, quoi. Hein. Et un des héritiers, là, hein, l'enfant, quoi, un des enfants, il veut sortir de la SCI et avoir sa part. Ah, d'accord. Bon, alors donc, on dirait que c'est une SCI familiale. Oui. La maman qui détenait au départ peut-être la totalité des parts sociales a déjà donné aux enfants, peut-être à tous les enfants, leur part, c'est-à-dire qu'elle a donné les actions, les parts sociales, tout en gardant la jouissance sur les parts sociales. C'est pour ça que vous nous dites que la maman a gardé l'usufruit. En fait, elle a donné les parts sociales aux enfants, mais elle a gardé l'usufruit des parts sociales. Exact. Alors, quand elle garde l'usufruit des parts sociales, ça veut dire, par exemple, si la SCI a des biens qu'elle loue, la location va revenir à la maman. Oui, là, le problème n'est pas là. La deuxième question. La question, il veut sortir de la SCI. Eh bien, on sort d'une SCI en vendant ses parts, monsieur. On ne sort pas d'une SCI comme on sort d'un immeuble. Par exemple, tout le monde est propriétaire en indivision d'un bien. Pour sortir, on revend sa part. D'une SCI, oui, en fait, la seule façon de sortir d'une SCI pour un héritier qui détient... Parce que quand vous dites un héritier veut sortir, en fait, vous voulez dire par là qu'un associé veut sortir. C'est bien ça. Alors, quand on est un associé et qu'on veut sortir d'une SCI, on vend ses parts. C'est comme dans n'importe quelle société. Et là, ce n'est pas un fonctionnement d'héritier, comme si des héritiers possèdent un bien ensemble. Là, c'est un héritier qui est associé avec d'autres personnes dans une société. Donc, ça fonctionne... C'est une société familiale. C'est pareil. Que ce soit familial, pas familial entre parents, maman et enfants. Voilà. C'est pas ça qui domine. Ce qui domine, c'est le fonctionnement de la société, pas le fonctionnement des héritiers. Donc, l'héritier qui veut partir, il doit vendre ses parts aux autres personnes, parce qu'il faudra regarder les statuts. Si vous avez les statuts en main... Il y a un problème, là. C'est tellement... La SCI, laquelle? La SCI a fait un prêt pour construire un immeuble à côté et l'héritier ne veut pas payer, il ne veut pas signer. On ne l'a pas convoqué devant la banque pour signer le... c'est pas un problème, ça? Non. Le problème, c'est que... Est-ce qu'on ne peut pas annuler ce prêt où il n'y a pas un recours? Monsieur, encore une fois, parce que là où mélange le fonctionnement d'une société, voilà, il faut faire attention. Il ne faut pas mélanger le fonctionnement d'une société et le fonctionnement des héritiers. Normalement, si vous dites que c'est la SCI
qu'elle a souscrit un prêt, ce n'est pas les héritiers. Donc c'est Non, écoute-moi, les héritiers, s'il y a 10 héritiers, la 9 a signé et la 1 n'a pas signé. A signé quoi, monsieur? Donc, est-ce qu'il est valable, il est engagé dans ce prêt, est-ce qu'il y a un recours contre... Parce qu'il n'a pas signé, il n'a pas... Vous parlez de signature à la banque, hein, monsieur, c'est bien ça, hein? Oui, la banque. Il a fait un prêt à la banque. La SCI a fait un prêt à la banque. 9 sur 10 ont signé. Lui, il n'a pas signé. Il n'a pas signé, c'est-à-dire, on ne l'a pas convoqué, il faut signer. Donc, c'est illégal. Non, j'ai compris. Mais le problème, ce que je vous dis, on ne fonctionne pas comme des personnes individuelles, on fonctionne comme en société. En général, quand une SCI fait un prêt, ce ne sont pas les héritiers, les associés qui signent, c'est le gérant de la SCI qui doit signer le prêt. En revanche, peut-être que vous, les héritiers, vous avez signé quelque chose avec la banque, mais moi, je ne sais pas si c'est un prêt. Ça ressemble peut-être plutôt à une garantie, une caution. Est-ce que c'est pas plutôt ça, monsieur? Ils ont fait un prêt pour construire un bâtiment. Donc, il s'engage sur le prêt. Il ne peut pas rembourser le prêt. Si la SCI ne peut pas rembourser le prêt comme il n'a pas signé. Donc, il est engagé là-dedans. Et donc, il ne veut pas. Il ne veut pas être engagé là-dedans. Ben, c'est son droit de ne pas signer. S'il ne veut pas signer... Non, c'est pas qu'il ne veut pas signer. On ne l'a pas voulu faire. On ne l'a pas convoqué devant la banque. Mais qui c'est qui n'a pas voulu le convoquer devant la banque, monsieur? C'est où ou c'est qui? Ou c'est la banque qui C'est la SCI qui l'a pas convoqué pour signer le prêt. Donc, il est engagé quand même, il n'a pas signé. Si la SCI n'arrive pas à payer, il est engagé, il n'a pas signé. Mais c'est pas normal, c'est illégal pour moi. Ben déjà, monsieur, votre question, hein, je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un de votre famille qui est intéressé par la question. Tel que vous me dites là, je suis sûre que ça ne s'est pas passé comme ça. Parce que logiquement, comme je vous ai dit, on ne fait pas signer les associés d'une SCI, on fait signer le gérant de la SCI. Si tous les associés sont venus signer quelque chose, ça ne peut pas être un prêt. Je ne sais pas c'est quoi exactement. C'est pour ça qu'il faut que bien... Vous n'arrivez pas à répondre. Je crois que vous n'arrivez pas à répondre. Et puis, deuxième question, là. Écoutez, monsieur, excusez-moi. Si on n'arrive pas à répondre déjà à la première question, on n'aura peut-être pas forcément le plaisir de répondre à la deuxième question. Non, donc, monsieur, je suis désolé pour vous, mais voilà, excusez-moi. Monsieur, on va arrêter là, monsieur, s'il vous plaît. Merci, en tout cas. Si la première question n'a pas pu y répondre, je suis désolé, mais les questions sont très mal formulées aussi, donc c'est pas évident pour tout le monde. Monsieur, très bonne soirée. On continue toujours au standard au 02 62 566 566. Bonsoir, on vous écoute, une nouvelle personne. Allô? Oui, bonsoir. 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 Je vais vous poser une question, mais moi je ne sais pas si cela relève de votre domaine. Hein? D'accord. Eh bien, alors voilà, nous sommes tous submergés de papiers administratifs, de factures diverses, etc. Moi j'aurais aimé savoir s'il y a un temps légal de conservation de ces différents papiers. Par exemple, on m'a dit que pour les impôts c'était 10 ans. C'est vrai ou pas? Oui, bonsoir madame. Alors c'est vrai que il faut garder les papiers, mais suivant les papiers, le temps n'est pas le même. Oui, par exemple les impôts voilà. C'est 10 ans. Pour les impôts, je dirais que c'est pas 10 ans, c'est moins. Mais souvent, c'est vrai, on recommande aux gens de garder au moins 5 ans. 5 ans à 10 ans. À 5 à 10 parce ans. que, mais en fait, ça dépend. Parce que c'est toujours le problème, ce qu'on nous on appelle la prescription. Donc, pour pouvoir justifier de ses droits, ben, tout dépend. Parfois, on peut justifier de ses droits si, par exemple, l'administration des impôts vient vous demander quelque chose. En général, c'est pas 10 ans. C'est dans les 4 ans, en général, les 4 ans, les 5 ans. 5 ans, voilà. Les factures d'eau, d'électricité, téléphone, on peut les jeter ou bien il faut les garder aussi? Ah oui, ça fait un paquet, hein. C'est vrai. Il faut en acheter des dossiers, hein. Comment? Il faut en acheter des dossiers pour les classer dedans. Justement, et puis bon, il faut de la place aussi. Alors. Non, en fait, les factures d'eau, c'est surtout la preuve des paiements qu'il faudrait garder. Et ça, c'est vrai que c'est embêtant. À vrai dire, ce qu'il faut garder, c'est vos relevés de banque plutôt. Voilà. Parce que garder toutes les factures, à un moment donné, vous pouvez garder une facture par an. Peut-être pour l'eau et l'électricité, mais c'est vrai, je comprends que vous ne voulez pas garder pendant 5 ans des factures. Gardez plutôt les preuves qui sont les plus importantes, qui sont les relevés de banque. Ça, c'est le plus important. Même chose pour les relevés de banque, madame. Les relevés de compte, elle les reçoit tous les mois aussi. Hein. En plus, vous avez quand même sur Internet. C'est vrai que c'est quand même vérifiable. Et puis, des fois, si on doit vraiment trouver, on peut demander à la banque de nous renvoyer
Bon, et pour les fiches de pension, de paie, tout ça, il faut les garder aussi. Pareil, 5 ans au moins. Au moins 5 ans. Au moins 5 ans. Au moins 5 ans. Même les fiches de paie? Ah oui? Mais on les garde pas pratiquement, je dirais pas à vie, mais on les garde pas plus longtemps que ça? Non, c'est le minimum. Le minimum, quand même, c'est de garder 5 ans les bulletins de paye, les bulletins de pension, les bulletins de réversion, les bulletins de veuvage. Enfin, tout ce qui concerne le papier, moi, je dis qu'il faut garder 5 à 10 ans. Les papiers comme ça, 5 ans, mais sinon, souvent, c'est 10 ans. Ouais. Voilà. Tout ce qui se concerne, évidemment, les immeubles, les terrains, tout ça, c'est 10 ans. Oui. Oui. Les frais d'agence, tous les paiements d'agence, tout ça, il faut les garder aussi. Oui, 5 ans. 5 ans Madame, minimum. vous vous rendez compte? Oui, madame, enfin... C'est beaucoup, madame. Non, c'est pour ça que je vous pose la question, parce que tous les gens sont confrontés à ce problème. Hein. Oui. On garde des papiers, on garde des papiers, on les garde des papiers. Bon, moi j'ai commencé à travailler depuis 1970, voyez vous-même la quantité de papiers qu'il y a. À un certain moment, il faut faire le tri. Oui, il faut faire le tri, et puis au bout de 10 ans, bon, vous faites un tri. Ça, c'est vrai. Mais il y a des papiers qui sont plus essentiels que d'autres. Oui. Voilà. Oui. Certains, il faut vraiment garder, tels que, comme je vous dis, tout ce qui s'appelle le problème salaire, relevé de banque, les preuves de paiement, ça, il faut vraiment garder. Ah, oui, d'accord. Voilà, madame. Ok, bien, ben, merci. Très bonne journée. Allez, au Tenez, revoir. justement par rapport, pour garder les papiers, vous, quand vous faites une affaire, est-ce que les dossiers, vous les archivez, mais sur une longue durée? Oui, 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 bien sûr. En tant que professionnel du droit, c'est-à-dire les huissiers, les notaires, les avocats, nous, on doit garder les archives. Normalement, on doit les garder sur 10 ans. Voilà. D'accord, sur 10 ans. Sur 10 ans. Très bien. Moi, personnellement, j'ai tout un local affecté aux archives. J'ai plus de 20 ans d'archives. Pour le moment, je n'ai pas encore eu le temps de faire le tri. Collectionneuse? Je suis Collectionneuse comme madame. Je collectionne. Très bien. Y a-t-il un appel au standard? Eh bien, écoutez, bonsoir, on vous écoute dans votre émission Les Experts. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je voudrais poser une question, s'il vous plaît. Oui. En fait, j'ai rentré dans une mutuelle le 1er novembre. Oui. Et ensuite, j'ai reçu le chèque santé de 300 €. Qu'est-ce que Et c'est, en fait, Un chèque jusqu'à santé, qu'est-ce maintenant, que c'est un chèque santé, monsieur Excusez-moi. la société a pas pris en compte du chèque, en fait. Ça va. Monsieur, qu'est-ce qu'un chèque santé? Le chèque santé, ça veut dire que c'est 300 € du chèque santé. Et là, en fait, là, il faut traiter le dossier. Donc, j'attends. Mais là, à chaque fois que je pars le voir, là, il me dit comme ça que, non, là, il faut qu'on traiter, il faut qu'on traiter. Et tout le temps, c'est les mêmes questions. Tout le temps, c'est les mêmes réponses. Alors, une mutuelle le 1er novembre, Bon, un chèque santé d'une valeur de Bon, 300 € qui n'est pas arrivé. Et on lui dit, non, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Alors, bon. Bon, je vais essayer de répondre, monsieur, parce que là, je ne connais pas trop ce mode de fonctionnement. Mais est-ce que vous parlez de mutuelle d'entreprise? Non, la mutuelle santé. Particulier? Oui, mais c'est pas une mutuelle que vous n'avez pas choisie, c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui a choisi pour vous. Non, Est-ce que c'est ce cas-là? nous qui a choisi. D'accord. Et le chèque santé. Oui. Alors, le chèque de santé de 300 €, c'est-à-dire que la mutuelle devait vous donner un chèque santé de 300 € ou bien c'est l'employeur qui devait vous le donner? Non, en fait, j'ai déjà eu le chèque santé, c'est avec la caisse sécurité sociale. Oui. Mais là, comme j'ai déjà donné le chèque dès le 1er novembre, mais là, le chèque n'est pas compris en compte. Et là, il prélève toujours les montants. Et le chèque santé n'est pas compris en compte dans le dossier, en fait. Ah, d'accord, le chèque santé vient en déduction des tarifs, du tarif. sur le... D'accord. Comment dire, Alors, sur la somme, en fait. est-ce que, monsieur, vous avez quand même contacté la mutuelle pour lui demander qu'est-ce qui se passait, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris en compte la déduction de ce chèque de 300 €? Vous l'avez fait ou pas? Oui, déjà j'ai... Et quelle est la réponse donnée? Posé la question. Un monsieur, il me dit que il n'a pas de réponse. Oui. Et donc là, j'attends toujours. D'accord. Écoutez, peut-être il faudrait novembre, peut-être vous essayez de les recontacter ou sinon faire un petit écrit pour demander la raison pour laquelle cela n'a pas été fait. D'accord. Parce que je ne sais pas quel est le mode de fonctionnement de cette mutuelle. Alors, il y a tellement de mutuelles maintenant et chacun avec un système de gestion tellement propre à chaque mutuelle. Je ne saurais pas trop vous dire. Mais sinon, à minima,
je dirais qu'il faudrait quand même, si vous n'avez pas de réponse claire, lorsque vous allez le voir ou lorsque vous téléphonez, c'est de demander par écrit au moins une fois. Alors par écrit, par mail, par fax, par courrier, recommandé, mais toujours en gardant une trace, ça c'est sûr. D'accord. Voilà. Et là, en plus, là, ils ont prélevé 132 € sur mon compte, alors que c'est pas prévu. Je demande pourquoi ils ont prélevé, donc j'ai pas eu de réponse. J'ai dit là il faut y rendre, mais là elle a dit qu'il faudra attendre le comptable pour voir s'il peut rendre ou il déduit sur les mois suivants. Alors je pense qu'il faudra manifester justement ces deux problèmes-là par écrit maintenant, puisque là vous rencontrez quand même un second problème, c'est-à-dire un prélèvement. Apparemment vous n'étiez pas au courant. Je pense qu'il faudrait peut-être poser la question par écrit. D'accord. Et pas recommandé, bien sûr, comme vous l'avez spécifié pas tout à recommandé, l'heure. toujours en gardant une trace. Une trace. Ok. Voilà, monsieur. Merci bien. Très bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci. Au revoir. On continue toujours au standard au 02 62 566 566 en compagnie de Maître Limosim. Linda, bonsoir, on vous écoute. Allô? Oui, vous pouvez éteindre la télévision, s'il vous plaît? D'accord, j'ai affaibli. Merci beaucoup. Voilà. Allô? Oui. Voilà, je voulais poser une question. Eh bien, écoutez, on va tâcher de vous, vous y De vous répondre. répondre, on va tâcher de vous Merci. répondre. Oui. Allez-y. Voilà, Baissez la télévision, vraiment, vraiment. Hein. D'accord. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. J'habite à Saint-Louis. Voilà, je voudrais avoir un renseignement. Mon avis, c'est un petit problème voisinage. Hein. Bon, on habite dans une ruelle. Et il y a ma voisine qui a fait, en principe, il n'y a pas le droit de stationner en face de mon portail. Elle stationne des fois dans mon portail et moi, j'arrive pas à sortir pour sortir de chez moi, bien pour rentrer. Je l'ai déjà emmenée devant la maison de justice. Elle a eu tort. On m'a dit de la reconvoquer devant le tribunal. Que moi, je voulais pas trop partir là-bas. Qu'est-ce que vous me conseillez? Parce qu'à chaque fois, elle continue à faire. Là, il y a ça fait quelque temps, elle ne le fait pas, mais je sais qu'elle va refaire à chaque fois. Qu'est-ce que je peux faire, s'il vous plaît? Voilà. Alors, coupez bien la télévision, s'il vous plaît. Par contre, j'insiste réellement pour votre confort et le confort des téléspectateurs, et puis le nôtre également. Maître Limosim, quelqu'un qui se garde devant le portail, et dites donc, s'il y a urgence, c'est dommage en pleine nuit. Oui, bonsoir madame. J'ai abîmé ma voiture, c'est une voiture neuve. J'ai déjà abîmé ma voiture. Quand je lui ai dit, elle m'a dit d'aller apprendre à conduire. Sympa, elle a de l'humour en plus. Ah oui, elle m'a dit où j'ai eu mon permis, tout ça là. Ça à chaque fois, c'est une dispute, mais on entend de la télévision quand il y a un voisin qui a tué l'autre voisin par rapport. La fois passée, j'ai entendu ça dans la télévision, j'ai dit, ça des choses comme ça peut nous arriver aussi, c'est 4 matins. Bah écoutez. On n'espère pas, mais oui, il y a eu un cas très récemment. Là, il y a 2 semaines de ça, il y a eu ce cas là. J'ai dit, parce que la dernière fois, il y a mes fils et mon mari qui a commencé. Après, j'ai dit, il vaut mieux passer dans la justice, mais là, ça fait 2-3 ans, elle ne le met pas, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas recommencer. Bon, toujours garder son calme et Maître Limosim va vous répondre. Merci. Oui, bonsoir madame de Saint-Louis. Bonsoir. Alors, c'est vrai, il faut toujours garder son calme parce que effectivement, les pires problèmes, c'est les problèmes de voisinage. Parce qu'on ne peut pas changer ses voisins. On est condamné à rester habité à côté, en plus en bonne entente. Et là, ce qui vous arrive, c'est vrai, c'est pas très chouette. Voilà, elle a mis en face de mon portail. Ça fait que elle m'a dit, elle a pris 80 cm de chez elle, mais j'ai pas pu la répondre parce qu'après, là, j'ai repris le compte. Dans ma tête, je dis, quel constructeur a construit une voiture de 80 cm? Ah non, ça n'existe pas. Voilà, même un vélo. J'ai pas pu la répondre au moment là. Après, j'ai dit, mais quel constructeur? Je connais pas, je suis pas intelligent là-dedans, mais je connais des Renault, tout ça de marque, mais jamais construit une voiture de 80 cm. Non, je pense pas. Alors, c'est vrai que là, c'est difficile. Dans votre cas, vous êtes obligé effectivement d'espérer qu'elle ait un comportement quand même un peu citoyen, un peu sympathique. Parce que si vous l'avez déjà amenée devant la maison de justice et que elle recommence quand même à ne pas être sympathique avec vous et de se garer n'importe comment devant chez vous, la prochaine fois, ça sera toujours pareil. Il faudra, si jamais ça arrive, c'est que vous ayez un témoin. Ce jour-là, il faut que à chaque fois vous ayez un témoin, que ce soit pas toute seule vous qui constatiez
cette attitude assez incivique, en fait, parce qu'elle peut vous gêner, mais elle peut peut-être, je ne sais pas, elle peut aussi gêner d'autres voisins. Ça ne gêne pas parce que par rapport c'est en face de mon portail, il y a la voiture en face de mon portail. Ça fait moi, j'arrive pas. Les gens qui circulent droit. Est-ce que ça gêne d'autres personnes? Mais moi, pour rentrer, c'est difficile. Parce que oui. Alors, essayez de lui parler à chaque encore une fois, mais si jamais... On a déjà des disputes, hein. Non, c'est difficile parce que là, la seule chose qui reste, si jamais elle recommence ce genre de situation, c'est à chaque fois d'avoir des preuves. J'ai des preuves, j'ai des photos à l'appui. Hein. Mais madame, est-ce que ça lui appartient un petit peu le devant de chez vous? Non. Est-ce que vous, ça vous empêche de mettre un bac à fleurs? Mais c'est une allée. Elle a mis son portail en face le mien, ça fait moi, je ne peux pas rentrer pour rentrer chez moi, il y a au moins 10 manœuvres à faire. Ah, d'accord, ça fait un truc comme ça un petit peu en angle, là? Comment? Ça fait un petit peu les deux portails qui sont... Face. Ah, en face, en face. Voilà, elle stationne une voiture en face, et moi, je ne peux pas rentrer, il faut faire des manœuvres pour rentrer chez moi. Pour sortir, c'est la même chose. À chaque fois, c'est un cauchemar. Mais comme vous savez, quand il y a ça, quand je vais crier pour dire enlever la voiture, je dis s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez déplacer la voiture pour que je puisse rentrer chez moi? Oh là là là, c'est un cauchemar. Oh, oui, mais là c'est... Voilà. Donc on peut pas mettre quelque chose pour pouvoir en effet garder cet endroit sans voiture en mettant, je sais pas moi, une sorte de bite en béton ou... c'est devant chez elle, hein. Elle a fait le 80 cm devant chez elle. Donc, et il n'y a pas d'autre solution qu'effectivement d'essayer de trouver un dialogue avec elle. Non, parce que, en principe, elle n'a pas le droit de garer là, parce que comme on est dans une cité privée, chacun a, comme celle qui avait des grands portails, ils avaient un parking à l'arrière, et nous, comme on avait des petits portails, on avait un parking à l'avant. Elle ne veut pas comprendre ça. Alors, ce que je vous dis, c'est que essayez quand même d'avoir un dialogue avec elle. Et si jamais ça arrive, vraiment la refaire convoquer devant la maison de justice et essayez de demander au médiateur de faire entendre raison. Parce que si vous voulez, vous ne pouvez pas vraiment porter plainte au pénal pour ce genre de choses parce que il faut vraiment que ce soit constaté que ça, c'est une voie de fait très répétée et que, par exemple, comment elle se gare, ça peut empêcher d'autres personnes de passer. Ou bien, par exemple, des pompiers, si jamais des pompiers doivent passer. Ça ne gêne pas. Ça gêne pas. Voilà, là-dessus, ça gêne parce que donc c'est que vous que ça gêne, en fait. Il n'y a que vous que ça gêne. Il n'y a que vous que ça gêne. Voilà, parce qu'on est en face et la voiture déborde parce que 80 cm². Mais là, c'est que de l'incivisme. C'est difficile. C'est difficile. On ne peut pas faire réglementer, par exemple, par la commune ou quoi que ce soit. C'est difficile. C'est gênant pour vous. Tous les voisins disent c'est gênant pour moi. Mais il faut qu'elle comprenne. Mais elle ne veut pas comprendre. Ma voiture est abîmée derrière. J'ai déjà abîmé ma voiture derrière, écrasée derrière. Mais quand j'ai dit ça, elle m'a dit, oui, j'ai appris mon permis. Bon, là, je crois que ça va être une réponse avec le civisme. Mais là, je crois qu'au niveau de la loi... Non, tel quel, pour le moment, c'est difficile. Parce que si jamais vous voulez dire, par exemple, à la police de venir, ils ne viendront pas constater. Ils ne se déplacent pas pour constater ce genre de choses parce que ce n'est pas une infraction. Oui. Donc, c'est essayer d'avoir un dialogue. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, chez vous, il y ait cette mauvaise relation qui s'est installée avec la voisine. Donc, essayez peut-être de la faire convoquer pour trouver un dialogue de voisinage par le biais de quelqu'un. C'était vraiment... Hein. Oh là là, je ne préfère plus... Moi, j'adresse plus... Bon, peut-être que c'était quelqu'un... Je dis que je parlais bien avec. Je ne préfère plus parler du tout avec ça parce que par rapport... Moi, je dis... Non, c'est pas vous qui parlez. Il faut que quelqu'un d'autre parle pour vous parce que là, ça passe plus. Un médiateur. Le médiateur n'a même pas pu la raisonner. Elle n'a même pas pu la raisonner. Elle a dit, non, elle est chez moi, mais fais ce que m'y fait. Non, elle n'est pas chez elle. Oui, elle n'est pas chez elle. Voilà. Écoutez, réessayez encore une démarche de compréhension. Je vais prendre un fusil bien un couteau. Non. Ah oui, je veux parce que par rapport à chaque fois. Parce que quand vous êtes chez vous, il faut demander est-ce que je peux sortir, est-ce que je peux rentrer. Oui, demander la permission, c'est un peu dommage. À la limite, madame. Je ne veux pas le mettre à ma place. Hein. À la limite, madame, ce que vous pourriez peut-être essayer, c'est d'aller voir au niveau du service de la mairie pour voir à qui appartient cette ruelle. Parce que vous dites que c'est une ruelle privée. Non, c'est une ruelle pour tous les habitants qui habitent dans la rue. Voilà. Allez peut-être quand même voir au service de la mairie pour expliquer votre cas. Non. Pardon, j'ai pas compris. Elle n'a pas le droit de mettre là. Mais elle fait.
si je dis quelque chose, c'est la bagarre, c'est dispute. Et comme moi, elle a des filles, moi j'ai que seulement des garçons chez moi. Ah. Alors j'ai peu, attention, demain matin, on va dire que mes garçons, ils ont fait quelque chose, vous voyez. Voilà. Bah oui. Moi j'ai des bras forts chez moi. C'est pour ça, la dernière fois, j'ai emmené devant la maison de justice, j'ai dit comme ça. Après, elle m'a demandé pourquoi elle m'amène là-bas. Elle me dit parce que maintenant que seulement de garçons, ma case, demain matin, elle va dire mes garçons, on a fait quelque chose pour éviter la paix. Bah. Ou sinon, la dernière chose qu'il vous reste à faire, mais c'est très compliqué ce genre de choses, parce que si la prochaine fois qu'elle fait la même chose, vous faites constater par un huissier, un procès-verbal de constat d'huissier. C'est le week-end. Ah, ben là, c'est encore plus compliqué. Voilà. Le week-end, je suis interdit de sortir. Parce que là, c'est compliqué votre cas, madame. Parce que même si un huissier... J'ai des photos à l'appui. Quand je suis allée prendre des renseignements au tribunal, là, j'ai remonté les photos. Madame m'a dit, madame, c'est pas possible, ça. J'ai dit, bah oui, c'est non, pas c'est pas suffisant seulement. Et j'ai dit, qu'est-ce que je le fais à chaque fois? Eh bien, il y a peut-être quelque chose à faire, mais il faut vraiment monter comme vous dites, un roman photo presque, un roman photo commenté et daté. Mais là, vous devriez prendre un avocat, il va vous expliquer ce qu'il faut faire. Consulter. Normalement, puisque vous ne pouvez pas prendre un huissier parce que ça se passe que le week-end et pas en semaine, vous n'aurez pas d'huissier pour venir sur place constater par un procès verbal. À ce moment-là, il faudrait peut-être monter des preuves, suffisamment de preuves pour dire quand est-ce que ça se passe, à quel moment, combien de temps, et avec cela, effectivement, aller devant un tribunal. Mais le problème, il faut avoir la preuve. Et j'ai les photos, hein. Les photos ne sont pas suffisantes, madame. C'est pas suffisant. Non, les photos ne sont pas suffisantes parce qu'il faut que ce soit daté, il faut qu'on donne une chronologie, quand est-ce que ça se passe, sur quelle durée, il faut vraiment que ce soit plus précis. Les photos ne sont pas assez précises. Justement, tenez, quand on veut prendre une photo et ponctuer une date, hormis l'appareil, mais bon, ça peut se trafiquer, est-ce qu'il faut prendre un journal du jour devant la voiture, à la rigueur, pour pouvoir montrer la date? Oui, on peut faire comme ça, si on peut prendre un journal. Mais ensuite, ce qu'il faut, c'est avoir des témoins. Parce que les photos peuvent être commentées par des témoins. Voilà. Donc, il y a peut-être ce moyen-là, mais vraiment, il y a toute une stratégie à mettre en place. Et il faut vraiment faire comme si un agenda, tenir un agenda photo avec des commentaires de témoins à chaque fois. Voilà. D'accord. Voilà, madame. Merci beaucoup pour renseignement. Merci. Puis bonne continuation. C'est vrai que les problèmes de voisinage sont... C'est pas les plus drôles. C'est pas les plus drôles. On continue. Au revoir, très bonne soirée. Merci. On continue au standard 02 62 566 566. Bonsoir, on vous écoute. Bonsoir maître, bonsoir messieurs. Bonsoir. C'est Marie du Sud. Je voudrais poser une question à maître. Voilà Maître ma question. Oui. Est-ce qu'il existe toujours une vente location de particulier à particulier, s'il vous plaît? Une vente location de particulier à particulier. Est-ce que ça existe toujours ou est-ce que c'est toujours d'actualité? C'est-à-dire, en fait, c'est comment vous êtes en location-vente dans un appartement, c'est ça? Ou dans une maison? Je suis propriétaire. Oui. Et je voudrais vendre un bien, mettre un bien en vente, en location-vente, à un locataire. C'est pas biaisé, ça. Ça n'a rien à voir. Oui, bonsoir madame. Bonsoir maître. Donc en fait, vous souhaitez donner en location-vente à votre locataire. Oui. Finalement, vous souhaitez vendre à votre locataire. Oui. Et sous la forme de location-vente. Et non pas une vente directe, par exemple, il vous paye le prix d'un seul coup. Parce qu'il n'a pas, la banque ne lui accorde pas de crédit, bien qu'il soit solvable. Alors j'ai dit, on va voir si ça se fait toujours, les locations-vente de particulier à particulier. Bon, moi je pense que ça existe toujours. Oui. La seule chose, c'est qu'il faut bien se garantir dans ce genre de contrat. Oui. Donc il faut que votre intention, ce que vous souhaitez et ce que souhaite votre locataire, soit clairement dit par écrit. Oui. Parce que il faut savoir, là on ne parle pas, de montants, de sommes qui soient petites. Ce sont en général des sommes qui sont importantes et qui vont aller pendant très longtemps dans le temps. Oui. C'est-à-dire pour vous payer votre bien, votre locataire, je ne sais pas combien d'années il lui faudra. Oui. Et est-ce qu'il existe, je vois lorsqu'on fait un prêt au niveau d'une banque, il existe des assurances. Est-ce que d'un particulier à particulier, il y a aussi une assurance? Il existe des assurances qui assurent les particuliers comme ça? Ah non. C'est dangereux quand même, hein, je suis quasi sûre que ça n'existe pas. Maître Limossim, est-ce que c'est dangereux de faire une location-vente dans ces cas-là, si la personne ne peut plus payer moi, je pense que c'est assez dangereux, oui. Est-ce que l'acte chez le notaire, est-ce que lui-même devient propriétaire avant d'avoir fini de payer la maison ou pas? C'est ça, je voulais savoir si Maître pouvait me répondre, ou bien s'il faut que je me tourne vers un notaire.
Alors, si vous voulez, pour la session finale est bien sûr rédigée par un notaire. Oui, mais mettre en place une location-vente, c'est-à-dire en fait ce que vous voulez mettre en place aujourd'hui, moi je pense tout à fait possible pour un avocat de le faire. C'est pas le notaire, c'est pas exclusivement de la compétence du notaire, mais néanmoins ce que vous voulez faire est suffisamment original parce que comme je vous ai dit, c'est des montants qui sont quand même importants. C'est plus un loyer, c'est le prix d'un bien. En plus, ça va durer très longtemps, plusieurs mois, plusieurs années, parce que le montant, je suppose, est quand même assez important. Donc, il faut vraiment bien cadrer, parce qu'il y a des garanties à mettre en place. Donc, il ne faut vraiment pas faire ce genre de contrat avec votre locataire entre vous. Il faut prendre un professionnel, un avocat ou un notaire. Oui. Oui, mais à ce moment-là, bon, je veux dire, un avocat, lui, ne peut pas faire un acte notarié, quoi. Non, il ne peut pas faire un acte notarié, mais il peut déjà, si vous voulez, mettre en place ce genre de choses. Ou sinon, tout simplement, vous pouvez aller voir le notaire, mais il faut voir si vous trouvez... le notaire, souvent, il risque de vous dire, madame, faites attention. Il va vous renseigner, faites attention parce que votre cas est assez rare. Je veux dire que moi j'ai rarement j'ai déjà vu une fois, mais je veux dire avec un contrat qui avait été fait justement comme ça, les gens, le propriétaire et le locataire avaient fait entre eux et c'était très très mal fait. Et c'est quand il y a un problème au bout d'un an, 2 ans ou 3 ans, là on vient voir l'avocat parce que là il y a un problème, parce que il faut surtout pas faire ce genre de contrat tout seul. Il faut prendre des professionnels. Ah oui, bien sûr. Voilà. Non, allez voir le notaire ou allez voir un avocat qui sache le faire, mais vous pouvez très bien aller voir un notaire parce que c'est vrai qu'au final, de toute façon, ça relève de sa compétence. D'accord. Donc, vous me dites pour l'assurance, pour les particuliers, ça n'existe pas. Ah non, 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 non. D'accord. Je vous remercie, Maître, d'avoir répondu à ma question. Merci. Et bonne soirée tout le monde sur le plateau. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci Très beaucoup. bonne soirée. Au revoir. On continue toujours au standard, au 02 62 566 566, c'est votre émission. On vous écoute. Bonsoir. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, bonsoir Maître, bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une petite question. Mes parents, mon père est mort et il reste ma mère, elle a 84 ans. Et nous avons un petit bout de la terre chez une parcelle dans l'Est. Comment on fait pour essayer, parce que maman a comme l'impression le terrain n'est pas partagé, 84 ans, et personne n'y réagit pas. Et moi, il tombe 5, 6, 7e de la famille. Et puis évidemment, personne n'y réagit pas, quoi. Et des problèmes plus tard. Comme à qui vous m'adressez à moi, sérieusement, pour pas que moi, le problème avec personne. D'accord. Bonsoir, monsieur. J'ai pas bien compris entièrement. Donc, c'est un terrain qui est hérité qui est un héritage. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a votre maman. Et puis. Papa et maman, je l'aime comme papa. Non, on n'a pas bien entendu parce que. Là, ça coupe. Vous avez un forfait voyelle, là. Ça a coupé. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. D'accord, je vais répéter. Non, le terrain était à papa et maman. Mon papa. Maintenant, c'est maman que le bon, donc c'est à elle de faire le partage. Jusqu'à présent, le partage n'a pas été fait. 84 ans, elle peut commencer à penser, c'est tout. Bien sûr, comme bien ça, sûr. À qui m'adresser sérieusement, au moins les trucs qui bougent, quoi. D'accord. Bon, oui, donc j'ai compris. Hein. Le terrain appartient à votre papa, à votre maman. Votre papa est mort, mais votre maman a 84 ans et vous êtes beaucoup d'héritiers parce qu'apparemment, vous êtes déjà le 7e. Ça veut dire que derrière, peut-être qu'il y en a encore. Ben nous, nous, la 9 de la famille. 9 de la famille. Alors, le problème, c'est que aujourd'hui, ce terrain, il appartient à votre maman pour ne serait-ce que la moitié, parce que je suppose qu'elle était mariée en communauté avec votre papa. Oui. Et donc, elle est propriétaire. Elle n'a pas fait de contrat de mariage, hein? Elle n'a pas fait de contrat de mariage? Non. D'accord. Donc, elle est propriétaire de ce terrain et vous, les enfants, vous êtes propriétaire de l'autre moitié du terrain. D'accord, oui. Alors, aujourd'hui, votre maman, vous êtes tous héritiers d'un seul terrain. Et le problème, c'est que on ne peut pas obliger quelqu'un de son vivant à partager si elle n'a pas envie. En général, on hérite parce que la personne veut vous faire hériter de son vivant, ou bien on hérite parce que la personne meurt. Et là, on hérite parce que la personne n'est plus là. Si de son vivant, souvent les gens, ils n'aiment pas partager de leur vivant. C'est comme ça, ils n'aiment pas. Ils aiment pas.
Et donc... Je vais vous couper 2 minutes. Oui. Excusez-moi, mais elle a déjà parti à un de mes frères. D'accord, devant le tout était d'accord, on est parti devant le notaire, nous a signé pour une partie, pour un défaut. Mais en pensant qu'elle nous refait à la suite, mais quoi, jusqu'à présent, moi, pas bougé. C'est pour ça que je me dis la question pour voir s'il faudrait aller voir, comment on a dit, comme elle a été fait déjà une partie. Elle avait des 3 mètres carrés, elle a donné un frère, nous était d'accord, le tout nous a signé. Mais maintenant, il pensait que les trucs ne refait à la suite, mais nous, elle n'a pas fait. Ah, c'est compliqué. Là, c'est des histoires de famille parce que ça devient compliqué. Pourquoi est-ce qu'il y a un enfant ou 2, ils ont déjà le à part et les autres n'ont pas? Je pense qu'il faudrait essayer de parler avec votre maman. Peut-être aussi avec le notaire, mais parler avec votre maman pour dire que, comme vous êtes nombreux, que le terrain peut-être il est encore partageable, autant qu'elle essaye de régler ça de son vivant, parce que souvent quand les gens meurent, c'est plus compliqué de partager quand on est encore 7 derrière. Parce que en plus, je ne sais pas, je suppose que les 2 qui ont déjà reçu la part d'héritage, il y a un seul à gagner. Bon, il a reçu dans le cadre, je veux dire, de sa part. Il n'a pas dépassé sa part. D'accord, oui, avec la maison dessus et quand il mange la terre, nous donne notre accord et la donne à lui. D'accord. Eh bien là, il n'y a pas d'autre moyen. Je pense qu'essayez peut-être de faire comprendre à votre maman que vous souhaiteriez votre part et qu'elle essaye de faire un partage équitable. Parce que le problème, c'est qu'il faudrait aussi que les autres soient d'accord. Parce que quand on partage comme ça, ça requiert le consentement de tout le monde. Parce que comment on partage? Qui veut prendre ici, qui veut prendre là, qui veut accepter là, tel endroit, c'est assez compliqué. Essayez de faire comprendre à votre maman, peut-être que si elle a déjà donné cette part à ce frère ou à cette sœur, qu'elle essaye de trouver déjà un projet de partage pour ceux qui restent. Parce que de son vivant, ce sera plus facile à partager qu'ensuite, une fois morte. Ah oui, d'accord, bien sûr, oui, oui. C'est ça, c'est ça. Donc, voyez avec elle. Éventuellement aussi, allez revoir le notaire qui vous a qui a recueilli la signature de tous les héritiers pour déjà donner un premier partage à votre frère ou votre sœur et essayez peut-être de ce biais-là. Parce que si vous voulez, légalement, il n'y a pas d'obligation. Ça relève tout simplement du bon vouloir de votre maman. Oui, tout à fait. Oui, là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Mais essayez de dialoguer avec elle et puis avec le notaire peut-être. Pas de problème. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Voilà. Le dernier appel de votre émission Les Experts. Bonsoir, on vous écoute en compagnie de Maître Limossim. Bonsoir. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, moi je vous appelle en fait concernant un opérateur téléphonie. Alors je vais essayer d'être brève. Alors du coup, mon mari il avait un contrat et ce contrat il a passé à mon nom puisqu'en fait quand j'ai appelé, donc je pouvais pas avoir des renseignements. Moi j'avais le téléphone sur moi et du coup quand j'appelais, donc je pouvais pas avoir des renseignements concernant le téléphone. Alors ce qu'on a fait, on s'est rendu dans un point de vente. Donc il a mis le contrat à mon nom et donc le contrat qu'on avait, c'était un contrat de 20 €, c'est un forfait plus 6 € en illimité sur les fixes de la Réunion, 24/24. Et du coup, quand on a signé le contrat, sur le contrat, la personne, il a bien remis les 26 € classiques que mon mari l'avait, que moi j'ai signé quoi en fait. J'ai repris le contrat si vous voulez. Donc, moi, je pensais que j'avais les 26 € classiques. Et du coup, quand j'ai appelé pour demander si ça a été fait 2 jours après, là, on me dit, bah non, votre contrat a sauté parce que c'est un ancien contrat. Donc, ils m'ont mis 20 € le forfait, ils m'ont mis 6 € limité soir et week-end. Donc, je peux appeler sur les fixes soir et week-end. Et c'est pas du tout le contrat qu'on avait avant. Et là, moi, je voulais savoir, parce que j'ai envoyé une lettre recommandée avec accusé réception. Ça fait déjà 1 mois. Je n'ai toujours pas eu de réponse. Donc, j'ai appelé plusieurs fois pour leur expliquer que j'étais pas d'accord, parce que c'est pas le même forfait qu'on avait. Et du coup, le forfait que j'ai actuellement, c'est un forfait qui n'existe pas chez l'opérateur. Ah ouais. Excusez-moi, ça me fait rire, mais parce que moi j'adore les choses de téléphonie comme ça. Vous voyez.
Ah bah dites donc, faire un forfait qui n'existe pas. Moi je vous félicite. Voilà, ça n'existe pas. Alors c'est un forfait, ils ont inventé pour moi, si vous voulez, parce que l'opérateur téléphonie, en fait, il a un forfait de 20 euros, de 29 euros, de 39 euros. Et du coup, comme sur mon contrat, c'était écrit 26 euros, donc il a essayé de se débrouiller pour me mettre les 20 euros qu'on avait en forfait. Et les 6 euros qu'on avait avant, en fait, mais il a changé, en fait, l'opérateur a changé, au lieu de mettre les 6 euros en illimité sur les fixes tous les jours, 24 sur 24, là, l'opérateur a mis seulement le soir et le week-end. D'accord. Mais ça n'existe pas ce forfait chez l'opérateur, ça n'existe pas ce forfait de 26 euros. Alors. Donc, on m'a dit, voilà, on a fait sauter le contrat. Et du coup, moi, j'étais pas prévenue du tout quand on était allé signer le contrat. Pour moi, j'ai dit au vendeur, voilà, on a 26 euros, donc on voudrait avoir le même forfait. Ouais. Donc, on a mis ça sur le contrat. Mais ce qui m'a interpellée aussi, c'est que j'ai un contrat qui n'a pas de numéro sur le contrat. Bon, là, il y a pas mal de lacunes. Alors, madame, voilà, je pense que malheureusement, alors moi, ce que je vous propose, qu'on n'aura pas le temps de vous répondre parce que c'est la fin de l'émission, désolé. Oui. Par contre, vous laissez au standard votre numéro de téléphone. Oui. D'accord. Et je vous rappelle la semaine prochaine, ça vous va? D'accord. C'est vrai? D'accord. C'est super. On fait comme ça. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Voilà, c'est pour ça. Et puis, on n'aura pas le temps de répondre. Donc, désolé, laissez votre numéro au standard. D'accord. Et on vous rappelle la semaine prochaine. Ça marche? D'accord, super. Il n'y a pas de souci. Eh bien voilà, pas de problème. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Bonsoir. Merci beaucoup. Maître Limossim, merci beaucoup d'avoir été présent ce soir pour répondre à toutes ces questions. Et puis bien sûr, on se retrouve mercredi prochain pour la suite des experts. Bonne soirée à toutes et à tous. Grâce à la continuité territoriale, on va pouvoir partir tous les trois ensemble pour la première fois en métropole. Tous les ans, j'ai la chance de partir en Europe pour faire mes achats pour mon activité de fleuriste. Je suis parti en France avec toute mon équipe GNSS et on a remporté le championnat de France de futsal. Voir nos petits-enfants qui peuvent venir nous voir, aller les serrer un peu dans le bras. Cette année, je vais pouvoir aller à Paris afin de passer mon concours pour entrer dans mon école spécialisée. Pour bénéficier de la continuité territoriale, renseignez-vous sur le site internet de la région, par téléphone ou dans l'antenne la plus proche de chez vous. Qui pense à toi en secret? Un ami? Ton ex? Un voisin? Envoie JTM au 88 18 et découvre avec qui sera ta prochaine histoire d'amour. Nos astrologues te diront tout sur l'amour de ta vie. JTM au 88 18. Vous êtes artiste et vous voulez sortir votre propre disque? Alors n'hésitez pas, appelez-nous au 06 92 86 59 50. On duplique CD ou DVD à partir de 50 exemplaires. Le code barre est gratuit et on peut même vous le commercialiser. Demandez votre devis et on se charge de vous livrer en 10 jours seulement. 06 92 86 59 50. Vous voulez gagner la compile Sega 2015? Alors envoyez CD au 7654. Envoyez CD au 7654 et vous gagnerez peut-être la compile Sega 2015. De Timo pour la journée vous est présenté par Parabole Réunion. Timo pour la journée vous a été présenté par Parabole Réunion. Bonjour et bienvenue dans le clin d'œil bien-être.
bienvenue dans le clin d'œil bien-être. Bonjour Michel. Bonjour Gladys. Alors en fait, j'aimerais connaître les façons d'éliminer les toxines dans les reins. Les toxines. On m'a dit de boire beaucoup et tout ça alors. Vous avez 2 stations d'épuration dans le corps, hein? Dans mon corps, 2 stations d'épuration, ok. Oui. Déjà le foie, ouais. C'est le plus extraordinaire pour ouais. ça. Et puis les reins aussi. Les reins extraient les cristaux et le foie les colle. Avec l'intestin évidemment. Hein. D'accord. Et puis sur la peau, vous avez encore des petits trucs pour éliminer. Les pores. Les glandes sébacées, les glandes sudoripare, etc. Et encore cristaux et colle. Hein. Ok. Et puis vous avez aussi les glandes, les yeux, la bouche, etc. Tout ça s'élimine. Tout on élimine de partout. Et les poumons. Donc heureusement, on est protégé par la nature et on peut, en s'autogérant, en sachant respirer, en sachant, on peut éliminer facilement. Un détail, pour les problèmes de cristaux dans les reins, il y a une plante excellente à La Réunion, c'est le bois de rangue. Le bois de rangue. Oui, ça j'ai déjà vu des gens extraire leurs petits cristaux en 2 jours. Hein, et en fait, les gros cristaux en un mois. Oh, bah, c'est une tisane. Une infusion, une décoction. Voilà. D'accord. Bon, bah essayez. Eh bien écoutez, oui, si c'est le cas. Hein. Si c'est le cas, évidemment. Sinon, on ne fait pas, on ne va pas tout essayer non plus. On le fait, voilà. Bon, mais je te remercie. Oui. À bientôt. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir et à bientôt dans le prochain Clin d'œil bien-être. Bienvenue à toutes et à tous dans Quoi la fait, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. Donc de la part de toutes les personnes qui ont participé, Georges aussi, Georges, merci tout le monde. Donc de la part de toutes les personnes qui ont participé, vraiment c'est l'union qui a fait la force sur ce chantier. Bienvenue chez eux. Alors toi, t'es content? Oui. Et alors toi, qu'est-ce que tu vas mettre dans ta chambre? Tous mes jouets. T'en as beaucoup? Oui. Qu'est-ce que tu aimes dans ta nouvelle maison? Tout. Chambre de Mia. Mia, ça c'est ta chambre. Elle est comment ta chambre? Elle est jolie. C'est comme tu rêvais? Oui. Qu'est-ce que tu vas mettre dedans? Je vais mettre mes jouets, je vais mettre. Tu vas mettre tout ce que tu auras. Donc tout d'abord, au début, c'est un membre de la famille qui a appris à moi cette situation. C'est bien évidemment avec beaucoup de volonté que me l'est venu déjà rencontrer la famille. Et je tiens à remercier une personne aujourd'hui, c'est Andrette, parce que chez elle, c'était notre permanence.
tout le temps, nous avons une réunion à faire, nous t'ai fait chez Andrette, c'est un membre de la famille. Et donc c'est pour ça que je remercie à elle, parce que pour l'organisation de l'événement et aussi ses enfants, vraiment merci à tout le monde. Et donc nous l'a fait ça avec beaucoup de cœur. On est un journaliste, là posément la question, combien m'estime cette maison? Mais cette maison, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une maison qui a été faite avec le cœur. Cette maison n'a pas de prix. Mais il ne peut pas dire à Zot combien il vaut cette maison, parce que c'est une maison qui n'a pas de prix pour nous. Aujourd'hui, m'inaugure la maison que m'a toujours rêvé d'avoir avec mes enfants et Idriss. Au début, l'histoire a commencé dans 1 an et demi, où m'a dit il faut commencer à rendre la maison pour les enfants, pour nous. Et aujourd'hui, on a une belle maison grâce aux associations, à la famille de Idriss surtout, pour la main-d'œuvre. Et ma famille à moi, la soutient beaucoup moralement. Et aujourd'hui, nous avons tout ça. Et merci à tout le monde, à toute la réunion qui l'a déplacée en masse pour finir dans les temps la maison qu'on a toujours voulu avoir. Merci. Déjà, je souhaite vivre assez longtemps pour en profiter de la maison, pour voir mes enfants grandir surtout. Et puis après, nous allons voir la suite. Oui, parce que moi j'aurais bien aimé avoir l'encouragement comme ça et ma famille ne pas laisser tomber dès que je suis tombé malade. Alors je suis très heureux, très heureux, très heureux. Le travail nous a commencé depuis 68 chez Villel, il continue chez Guillaume. Nous a pour notre soutien moralement, financièrement, ça que nous paie pour aider à organiser pour que madame a son cadre propre comme il fallait. C'est un soutien moral et en tant que religieux aussi, mais je crois qu'il est très important d'aider la population quand il est dans la détresse comme ça. Tout d'abord, comme il disait tout à l'heure, merci à la famille. Tout d'abord, et merci à toutes les personnes qui ont participé, notamment à M. Daniel à côté de moi, toutes les associations, Télécréole. Alors le principe c'est ça, c'est essayer de poser la mouche dans la vague de l'eau là-bas, dans le cours d'eau comme ça là. Et puis attendre. Et des fois il ne mord pas, des fois il ne mord pas du tout, il faut bien soit grand matin ou sinon le soir. 80% des pêcheurs à la truite où ils pêchent en rivière, ils pêchent avec un verre de terre et une canne en bambou. C'est ce qui est plus simple, c'est pas très onéreux non plus. Et on peut pêcher facilement. Parce que la truite, c'est un animal qui mord quand même. Hein. Si on met un verre de terre dans l'eau, il attaque. Hein. Donc ça fait une petite démonstration et peut-être qu'on aura la chance de prendre un petit poisson. À La Réunion, on peut pêcher la truite de 3 façons. On peut pêcher la truite tout simplement avec une canne en bambou, avec un filet, un hameçon, ou une canne beaucoup plus sophistiquée. Et les gens appellent ça la pêche au toc. Pourquoi le toc? Parce que quand la truite il mord, on entend sur le fil toc, toc, toc comme ça. Mais c'est très sensible, hein, il faut avoir l'expérience pour bien sentir ça. Ou sinon, on peut pêcher aussi avec des cannes et un moulin. Une petite canne de 2 mètres, 2 mètres 10. Non, on appelle ça l'ultra léger. Le principe est simple, il y a un moulin, une petite canne très légère, et puis après il y a un leurre. Pourquoi un leurre? Le leurre, souvent, il représente soit une mouche, soit un insecte, soit un petit poisson. Hein. Voilà. Alors ça c'est une cuillère, hein. C'est la pêche à la cuillère. Nous pêche la truite, le poisson plat aussi, et souvent le shit. Mais le poisson plat et le shit, si on veut, nous retrouvons en deuxième catégorie, c'est-à-dire toutes les parties basses des rivières. Et dans les parties hautes ou à les montagnes, à La Réunion, c'est que la truite. S'il n'a pas marché, il n'a pas eu de poisson, il faut changer de coin. Soit on descend ou on monte un petit peu la rivière. Parce que quand on l'a lancé 3 ou 4 fois, le poisson, souvent, il finit habitué un peu avec le leurre aussi. Donc, il ne lui attaque pas. Donc, il ne faut pas rester sur place trop longtemps, changer un petit peu. C'est pour ça l'intéressant, c'est-à-dire que toute la journée, on pêche, mais on marche aussi en même temps, et on découvre un peu la rivière. Poisson. Ah. En fin de compte, on y pêchait beaucoup en mer au début, sur le bord de la mer. Mais comme c'est une pêche qui est jolie aussi, hein, mais veut dire un peu fatigant, il faut rester en place et tout, et comme bien la marche et tout ça. Et une fois
il y a une quinzaine d'années, moi, j'ai découvert la truite ici. Et bien depuis ça, on n'a pas arrêté, quoi. Une canne à mouche. Alors une canne à mouche, pourquoi? Parce que c'est pour lancer des imitations de mouches que les pêcheurs, depuis une centaine d'années, ils ont commencé à pêcher la mouche, surtout en Europe. Et après, ils ont essayé d'imiter les insectes, c'est-à-dire les mouches, les petites fourmis, les petites chevrettes, tout ça. Et la canne à mouche, c'est pas la même méthode que tout à l'heure. C'est-à-dire, tout à l'heure, il y avait un moulin tout simple, un moulin de canne qu'on peut pêcher au bord de mer avec. Et une petite canne de 2,10 m, c'est ultra léger avec un leurre. Et là, on a une canne qui a un fouet, peut toucher si vous voulez, il est ultra léger. Voilà, très léger. Voilà. Et le moulin ici, c'est une réserve. C'est pas un moulin pour lancer. Et dans la canne à mouche, souvent, on a une soie et un bas de ligne. Et après, au bout du bas de ligne, on a ça. Un espèce d'imitation d'insecte, si vous voulez. Voilà, qui ressemble à une mouche. C'est pour ça qu'on dit pêche à la mouche. Ici, là, on en a camaron, chevaquine, zangui et la truite, parce que c'est en première catégorie. Et en deuxième catégorie, on a zangui, camaron, chevaquine, chevrette grand bras. Et vous trouvez aussi mulet, loche, avec poisson plat. Poisson plat, c'est un poisson, c'est un carnassier. C'est un poisson comme la truite. Il pêche avec verre de terre, et puis au leurre et à la mouche. C'est un joli poisson en plus. Mais il est assez braconné quand même, hein, notamment dans l'est de l'île. Parce que les gens ils recherchent pour manger, quoi, c'est très bon la chair. Mais bon, ça commence à diminuer. Les plus jeunes et beaucoup de personnes, ils viennent quand même à la pêche. Ils comprennent maintenant, il faut pêcher, mais plus trop détruire. Nous les optimistes, quoi, on comprend? On peut apprendre avec des moniteurs. La fédération de pêche, il y a 2 moniteurs que les gardes pêchent, mais après, on peut apprendre tout seul. Mais tout seul, c'est beaucoup plus difficile. Il faut quand même beaucoup plus de temps. Et vous faites quand même beaucoup d'erreurs, à fait mesure, il faut rectifier. Mais on apprend tous les jours si vous pêchez. Hein. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télécréole. La météo du jour vous est présentée par Parabole Réunion. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. J'espère que votre journée s'est bien passée. Nous sommes le mercredi 11 février. On fête Notre-Dame de Lourdes. Voyons maintenant les prévisions pour demain. Peu de changements pour ce jeudi. Le vent faiblit un peu, 50 km/h en rafale à Saint-Denis et 60 à Saint-Pierre. Les averses d'alizé dans la région du volcan le matin ne sont pas très marquées. Celles de l'après-midi sur les hauts de l'ouest jusque sur la route du littoral sont rares. Temps finalement agréable dans l'ensemble avec généralement du soleil en bord de mer. Demain, nous serons le jeudi 12 février, nous fêterons les Félix. Le soleil se lèvera à 6h07 et se couchera à 18h57. Excellente soirée sur Télécréole. La météo du jour vous a été présentée par Parabole Réunion. Vous souhaitez communiquer avec votre publicité sur votre entreprise, vos services ou votre événement? Vous ne savez pas à qui vous adresser? Contactez la régie publicitaire de Télécréole. Avec Mediaron, offrez-vous une visibilité télé au meilleur rapport qualité-prix. Diffusez votre publicité 5 à 10 fois par jour pendant une semaine minimum à des tarifs correspondant à votre budget. Alors n'hésitez plus, contactez-nous à régiepub@télé-créole.re ou au 06 92 62 21 44 pour tout devis ou disponibilité de nos écrans pub.